Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 12 mai 2026 et notre cher ami, le colonel Larry Wilkerson, est avec nous aujourd'hui. Bienvenue à nouveau, monsieur. Ravi d'être avec toi, Nima, comme toujours. Je vais commencer, Larry, par Donald Trump. Il est parti pour la Chine. Il y sera mercredi, donc demain. Il va rencontrer Xi Jinping, puis il quittera la Chine vendredi. Mais avant d'en arriver à ce qui pourrait se passer lors de cette rencontre avec Xi Jinping, il attendait la réponse de l'Iran à la proposition américaine depuis 4 jours. Et cette réponse iranienne, disons, n'était pas vraiment celle à laquelle on s'attendait. Je ne sais pas exactement ce qu'il espérait de la part de Téhéran, mais il a été déçu par leur réaction. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette réponse? En gros, d'après ce qu'on a appris via Fars News, une agence de presse officielle en Iran liée aux gardiens de la Révolution, ils disent que les 5 points sont des préconditions pour entamer des négociations avec les États-Unis. En fait, les États-Unis parlent du programme nucléaire. Donald Trump parle du programme nucléaire. Avant de quitter les États-Unis, il a dit que tout tournait autour du fait qu'il ne fallait pas que l'Iran obtienne l'arme nucléaire. Voici donc les préconditions, les 5 points. Mettre fin à la guerre sur tous les fronts. Compenser les dommages de guerre, libérer les avoirs gelés, lever toutes les sanctions, reconnaître la souveraineté de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Et c'est pour ça que Donald Trump a dit que c'était inacceptable, qu'il a qualifié ça de tas d'ordures qu'on lui avait envoyé. Moi, je n'ai même pas eu le temps, tu vois, de m'y pencher. Et quel était le but selon toi? Il me semble, Larry, que l'Iran a bien compris que le temps ne joue pas en faveur de Donald Trump, mais en leur faveur. C'est pour ça qu'ils n'ont pas réagi si vite. En gros, ils reprennent les plans en 10 et 14 points qu'ils avaient déjà proposés avant, et ils n'ont rien changé dans cette nouvelle réponse à Donald Trump. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est en quelque sorte la déclaration fondamentale de ce que l'Iran exigerait pour aller plus loin dans les négociations, ou si vous voulez, pour parvenir à un véritable cessez-le-feu et mettre un terme à cette guerre. Ils donnent l'essence même de ce qu'ils sont prêts à accepter. Et tout ça, probablement, enfin vous voyez, il n'y a même pas de mention du programme nucléaire. Il n'apparaît nulle part. Ils ne sont pas en train de négocier le programme nucléaire. C'est vraiment ce qui saute aux yeux quand on regarde la situation. J'ai perdu mon pari sur son voyage en Chine parce que je ne pensais pas qu'il irait. J'avais dit 50-50, mais je penchais clairement du côté du « non, il n'ira pas ». À mon avis, ça va être une très mauvaise expérience pour lui. Que ce soit Wang Yi qui s'en charge, ou Xi Jinping, ou les deux ensemble, peu importe, ça va très mal se passer pour lui. Et s'il compte sur Xi Jinping pour l'aider, d'une manière ou d'une autre, à faire avancer son idée sur la façon de mettre fin au conflit, je pense qu'il va être profondément déçu. Donc honnêtement, je ne sais pas trop comment le juger. Le fait que tout ça arrive en même temps à ce moment précis, c'est peut-être juste un hasard. Mais je pense qu'on assiste, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, probablement au plan de Netanyahou. Son idée, c'est de reprendre la guerre et de relancer une offensive totale contre l'Iran, avec tout ce que l'Amérique a rassemblé dans la région. La plupart, ce sera de la puissance aérienne, et pas seulement celle des navires sur place. Ce sera des avions venant de partout, et ce sera tout ce que l'Amérique a, avec tout son arsenal, pour frapper l'Iran. Ça va durer peut-être 11 ou 12 jours de bombardement, et ensuite on dira « Voilà, vous voyez notre réponse. Vous êtes prêts à négocier maintenant ?» Et eux répondront « Non ». Alors, où en sera-t-on à ce moment-là? Je ne suis pas totalement convaincu que l'Iran pourrait encaisser une telle
attaque et continuer à dire non. Ils risquent d'avoir beaucoup de mal à dire quoi que ce soit à ce moment-là, parce que ce sera vraiment dévastateur. Mais je ne pense pas que ça va les briser, ni leur casser la volonté. Donc on se retrouve encore une fois dans la même situation, avec beaucoup plus d'innocents tués et beaucoup plus de munitions utilisées. Et ces munitions, franchement, on en aura sans doute besoin pour d'autres choses. Donc, ce n'est pas une bonne situation, ni pour l'un, ni pour l'autre camp. Oui. Larry, si on regarde les points que l'Iran vient de mentionner, je pense qu'il ne cherche pas à conclure un traité, ni même un accord temporaire entre l'Iran et les États-Unis, comme celui qu'on avait avec le JCPOA, à mon avis. La fragilité du JCPOA, c'est qu'il n'a jamais été ratifié par le Congrès. C'est pour ça que le président des États-Unis a pu s'en retirer sans en subir vraiment les conséquences. Mais réfléchissez bien à ce que vous venez de dire. Prenez un instant pour y penser. Comment quelqu'un, à l'avenir, pourrait-il, dans n'importe quelle négociation avec n'importe quel président, croire que ce que ce président dit, fait, jure ou promet a la moindre valeur? Ce que vous venez de dire est vrai, oui, mais ce n'était pas vrai pour les présidents précédents. Ce n'était pas vrai non plus du bilan général des présidents américains. Et ce n'était pas vrai non plus du bilan général du Congrès américain, surtout du Sénat. Autrefois, ce n'était pas si difficile d'obtenir la ratification d'un traité qui servait les intérêts du pays, qu'il s'agisse de sécurité nationale, d'économie ou autre, par un vote des 2/3 au Sénat. Regardez simplement les traités que nous avons ratifiés. Et ces traités ont, selon notre Constitution, la force du droit national. Alors, qu'est-ce que ça dit de l'Empire quand on affirme qu'on ne peut pas conclure un accord avec sa direction et s'attendre à ce qu'il tienne? Ça veut dire qu'il va changer à chaque période de 4 ans, ou de 8 ans, ou même plus souvent. Alors, comment peut-on faire des affaires dans le monde si le reste du monde sait qu'on n'est pas digne de confiance? La confiance, c'est sans doute l'ingrédient le plus essentiel de la diplomatie, au fond. Et la diplomatie, c'est justement la relation entre les nations. C'est ça, la diplomatie. Alors, comment peut-on entretenir des relations avec d'autres pays quand on est totalement indigne de confiance? Peu leur importe que ce soit tous les 4 ans. Ce qui compte pour eux, c'est simplement de savoir si on tient parole ou pas. Et nous, on ne tient pas parole. Alors, on est en train de se crucifier nous-mêmes dans un monde qui va organiser un sommet alternatif en Inde en septembre, dont le but est la convivialité, la coopération, la durabilité, l'innovation, la résilience et ce genre de choses. C'est ça que les BRICS disent au monde, pendant que nous, on dit au monde, vous voulez connaître notre politique. Notre politique, c'est l'armée, les sanctions et le manque de fiabilité. À qui le monde va-t-il prêter l'oreille? Pour moi, la réponse ne fait aucun doute. Le monde va écouter les autres. On est en train de se crucifier. Voilà ce qu'on fait. Et cette guerre, c'est la preuve flagrante, évidente, de ce qu'on est en train de s'infliger à nous-mêmes. Je vois, Larry, à la façon dont l'Iran parle des négociations, qu'ils ne veulent pas négocier avec Donald Trump. Ils veulent négocier avec les États-Unis. Ils veulent que ce soit les États-Unis qui portent la responsabilité de l'accord. Oui, eh bien, c'est exactement ce que devrait ressentir toute personne qui conclut un accord de ce genre. Je veux dire, on n'a pas envie de penser qu'on signe un accord avec Vladimir Poutine. On veut croire qu'on le signe avec le peuple russe. Même à l'époque de l'Union soviétique, vous savez, quand on disait que tout était dirigé par un seul homme ou par le Politburo, tout ça, c'était des balivernes. Aucun pays n'est dirigé par un seul homme. Pas très longtemps, en tout cas,
Demandez à Adolf Hitler. Not for very long anyway. Ask Adolf Hitler. Oui. Et si je dis ça, c'est parce que lever les sanctions contre l'Iran ne dépend pas du président des États-Unis. Il peut, dans une certaine mesure, en atténuer ou en réduire les effets, mais il ne peut pas les lever. Ça, c'est du ressort du Congrès. Exactement. Et c'est comme ça que l'Iran a commencé cette négociation. S'il n'y a pas de volonté au sein de l'appareil d'État, en réalité, ils discutent avec l'establishment américain. Ils ne parlent pas avec Donald Trump. They know us better than we know them. That's what we're saying. Ils nous connaissent mieux que nous ne les connaissons. C'est bien ce qu'on dit. Alors oui, il y a des gens dans ce pays qui connaissent plutôt bien l'Iran, mais personne dans l'administration. Je ne crois pas qu'il y ait une seule personne, pas une seule dans l'administration Trump, qui connaisse vraiment l'Iran. Même pas en surface. Mais eux, ils nous connaissent. Ils nous connaissent par cœur. They know us inside and out. Larry, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau porte-avions ou de ce nouveau sous-marin dans la région capable de tirer des missiles nucléaires? Et c'est quoi ça? Pourquoi les États-Unis ont besoin d'annoncer ça? Parce qu'ils peuvent le garder très loin et quand même atteindre la cible. Ils n'ont pas besoin de le dire publiquement. Est-ce que ça fait partie d'une forme de pression? Eh bien, je voulais dire que deux peuvent jouer à ce jeu-là. Mais en réalité, il y en a plus de deux qui peuvent y jouer. Au minimum, il y en a trois. La Russie, la Chine et les États-Unis. Et la Russie et la Chine, ensemble, égalent notre flotte de sous-marins, voire la dépassent sur certains points, parce que la Chine possède des sous-marins diesel extrêmement silencieux. Et ces sous-marins diesel sont parfaits pour la mer d'Arabie du Nord, la mer d'Oman. C'est une zone très particulière pour les opérations sous-marines, à cause des zones de convergence, de la salinité, des températures et de tout le reste. On en parlait au Naval War College. Il pouvait y avoir un sous-marin d'attaque russe et un sous-marin lanceur d'engins américain côte à côte, et l'un ne se rendait même pas compte que l'autre était là. Parce que les sonars passifs et actifs, ainsi que les autres moyens de surveillance de ta position, ne fonctionnent pas bien dans ces eaux-là. C'est un endroit parfait pour se cacher quand on est un sous-marin. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'on va tirer une arme nucléaire, peut-être. Qu'on va lancer un trident depuis un sous-marin nucléaire lanceur d'engins? C'est quel genre de menace, ça? Franchement, ça n'a aucun sens, parce que tout le monde sait très bien qu'on ne le fera pas. Ou bien, est-ce qu'ils le savent vraiment? Est-ce que c'est encore Trump qui essaie de passer pour un fou pour renforcer sa position face à l'Iran? Non, je ne pense pas que ça marchera. Non, je ne pense pas que ça marchera. La procédure habituelle ne fonctionne pas dans ce cas. Netanyahou a laissé entendre dans sa dernière interview que la guerre en Iran n'allait pas se terminer de sitôt. Il a parlé de plusieurs mois avant la fin de la guerre contre l'Iran. Qu'est-ce que ça veut dire, Larry? La guerre a commencé. Donald Trump nous avait dit que ça prendrait 4 jours, puis quelques semaines, et maintenant, Benjamin Netanyahou parle de plusieurs mois à venir. Donald Trump lui-même a dit que la guerre contre l'Iran n'était terminée qu'à 70%. Alors, qui dirige vraiment les opérations? C'est Benjamin Netanyahou. Who's running the show? Is Benjamin Netanyahu? It feels that On a l'impression que Benjamin Netanyahou a pris les commandes dès le départ. Vraiment. Mais regardons d'un peu plus près certaines choses qu'il a dites et voyons aussi dans quelle situation il se trouve. D'abord, il a commencé à parler de quelque chose qui m'a un peu surpris, pas complètement, mais un peu, surtout aussitôt. Il parle déjà de se détacher des États-Unis. Il évoque même l'idée de couper les financements, parce qu'il estime qu'ils n'en ont plus besoin.
Et il laisse entendre qu'il a d'autres options, d'autres interlocuteurs, peut-être plus disposés à coopérer avec lui que les États-Unis. J'aimerais bien savoir de qui il parle. En même temps, il parle de gagner la prochaine élection, alors que son parti est en train de se diviser pendant qu'il en parle. And his party is splintering even as he talks about it. Read Haaretz's online edition for today. Lisez l'édition en ligne de Haaretz aujourd'hui, et vous verrez qu'ils ont de vrais problèmes en ce moment. Ils pourraient même se retrouver avec quelque chose qui ressemble à un vote de défiance contre ce gouvernement. C'est un peu différent du Parlement britannique dans la façon dont il procède. Mais il faut, je crois, 4 votes consécutifs à la Knesset. Tac, 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 tout dans le même sens. Et en ce moment, certains chefs de parti disent que c'est ce qu'ils veulent. Tout ça vient de la question de savoir si les ultra-orthodoxes vont servir ou non dans les forces de défense israéliennes. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de lassitude vis-à-vis de Bibi Netanyahou. Donc il a ce problème-là. Et puis il a aussi celui d'être, comme vous venez de le dire, au centre de tout ça. En ce moment, il est en train de subir de lourdes défaites au Liban. Et pour y faire face, il se déplace toujours plus au nord du fleuve Litani en s'en prenant à des civils libanais, chez eux et à tout le reste, pour poursuivre ce conflit. Il tue beaucoup de gens qui n'ont absolument rien à voir avec le Hezbollah. Il s'est donc enfermé dans un piège qu'il a lui-même créé, à la fois politique et militaire. Et la seule chose qu'il sait faire, c'est continuer. C'est ce qu'il fait. Et jusqu'à présent, il le fait avec succès. Mais je ne suis pas sûr que ça puisse durer, ni sur le plan politique, ni sur le plan militaire. Est-ce qu'il va s'en rendre compte? Et qu'est-ce qu'il fera dans l'un ou l'autre cas si ça arrive? Franchement, je n'en sais rien. Je ne peux pas lire dans ses pensées. Pas de cette façon. Mais je sais qu'il a des problèmes. Et je sais aussi que les forces israéliennes sont en difficulté. Il y a tellement d'indicateurs en ce moment que l'on pourrait s'attendre à ce que certains responsables militaires israéliens prennent vraiment la parole. Il y en a bien quelques-uns qui s'expriment, mais pas de manière assez claire sur la nature des problèmes. Que ce soit le taux de morts au combat, le taux de blessés, le taux de stress post-traumatique, le taux de suicide ou autre chose. Tous ces chiffres sont très mauvais en ce moment. Et puis le taux d'absentéisme n'est pas bon non plus, surtout dans la dernière vague de réservistes. Israël a de vrais problèmes en ce moment. Et s'ils ne font rien pour empêcher l'Iran de passer à l'action sur sa prochaine liste de cibles, eh bien, Israël risque de disparaître. Je veux dire, ils vont être très durement touchés dans la prochaine phase. Cette fois, il n'y aura pas de retenue. Ils vont frapper dans toute la région. Ils vont viser des installations comme Ras Tanura. Ils vont s'en prendre à toutes sortes d'objectifs, ce qui va augmenter le risque d'ici septembre d'une dépression mondiale et à coup sûr d'une récession mondiale d'ici juin. Et ils vont mettre l'économie mondiale dans une situation vraiment critique en termes de ce qu'on peut faire ou pas pour y remédier. C'est sans doute ce dont Trump va beaucoup parler avec Xi Jinping. C'est à peu près le seul levier qu'il aura, dire que si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Nous tous, on va avoir de gros problèmes. L'économie mondiale va avoir de gros problèmes. Xi Jinping pourrait être prêt à écouter ça, et il aura sûrement sa propre opinion sur la question, sur qui porte la responsabilité. Mais en réalité, c'est en train de devenir un piège que Bibi s'est construit lui-même. Un piège militaire, politique et même personnel. C'est en train de se refermer. Comment il va s'en sortir? Je n'en ai aucune idée. Mais je ne pense pas. Il s'est déjà sorti de tellement de situations compliquées au cours des 25 dernières années, tellement de fois. Mais cette fois, je ne crois pas qu'il y échappera. Et franchement, je ne pense pas qu'Israël y échappera non plus. Donc, on va assister à de vrais changements dans l'ensemble du tableau là-bas. Qu'est-ce que Donald Trump va faire quand ça arrivera?
Est-ce qu'il va se détacher? Est-ce qu'il va chercher le moyen de conclure rapidement un accord avec l'Iran pour nous retirer complètement de tout ça? Je n'en sais rien, mais ce serait sans doute une occasion si ça devait se produire. Parce que Netanyahou est, je crois, le principal facteur qui maintient Donald Trump dans ce conflit. On ne peut pas séparer les deux. Il faut parler de Bibi quand on parle de Donald et inversement. Et tous les deux traversent une période difficile, à bien des égards. Ce sont des hommes tourmentés. Ensuite, il faut se demander ce que le Parti républicain va faire sur le plan intérieur et vers où il se dirige, à part vers une forme d'insurrection ou de prise de pouvoir qui prolongerait sa domination et la prolongerait au-delà de Trump. D'une certaine manière, on s'y prépare aussi dans ce pays. Voyez les choses comme ça. Pensez au moment où César a traversé le Rubicon. À ce moment-là, César n'était pas encore un empereur. Certains historiens pensent même qu'il était un dirigeant plus libéral que ce que l'histoire lui reconnaît, un véritable chef du peuple. César revenait au pouvoir. Pour une raison ou une autre, l'assassinat a eu lieu. Il a été exécuté sur le sol du Sénat. César avait été prévenu à plusieurs reprises de ce qui se préparait. Il a quand même choisi d'entrer au Sénat et il a été tué. Qu'est-ce qui s'est passé après sa mort? Presque immédiatement, à l'échelle du temps romain, une guerre civile a éclaté. Cette guerre a opposé plusieurs factions les unes aux autres, et c'est Octave qui en est sorti vainqueur. Je pense que si on avait regardé la situation d'un point de vue militaire à l'époque de l'assassinat de César et qu'on avait rassemblé les éléments, on aurait sans doute dit « voilà ce qui va se passer ». Il va y avoir une guerre civile et le type va gagner. Octave, qui deviendra plus tard Auguste, gagne. Il bat Marc-Antoine, il bat Cléopâtre, il bat les forces réunies, il les bat tous et il gagne. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Eh bien, on oublie souvent que c'était une guerre de la République, avant que César ne franchisse le Rubicon et ne soit assassiné. Dans les guerres civiles, Octave l'emporte et devient Auguste, et l'Empire est fondé. Aujourd'hui, ça irait beaucoup plus vite en Amérique. Et ça arriverait parce que le Parti républicain voudrait que ça arrive. Les dirigeants du Parti républicain voudraient que ça arrive. On se retrouverait alors projeté dans une situation impériale. Et ce ne serait pas juste moi qui accuse notre pays d'être un empire. On le deviendrait vraiment. Et parmi ces gens-là, Elon Musk, Peter Thiel, lequel sera le technocrate qui mettra en place la technocratie qui dirigera cet empire, sans fin. C'est bien à ça, je pense, qu'ils réfléchissent. Et cette situation, elle est aggravée et accélérée par cette guerre avec l'Iran. Je ne peux pas le dire plus clairement. Le danger est immense. La République va disparaître, tout comme la République romaine a disparu quand Rome est entrée dans ses guerres civiles et qu'elle en est sortie en empire. Larry, l'autre point, Benjamin Netanyahu, dans son interview à l'émission 60 minutes, a mentionné qu'on lui avait demandé comment on pouvait récupérer l'uranium enrichi en Iran. Quelle est ton attitude ou ta solution à ce sujet? Il a répondu, il faut y aller et le prendre. Alors on lui a demandé comment faire ça. Il a répété, il faut juste y aller et le prendre. Mais il n'a pas précisé comment. À mon avis, ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que les États-Unis devraient envoyer des troupes au sol, bien sûr. Parce que dans ce genre d'affrontement, qui va mourir? Des Américains et des Iraniens. Et les Israéliens, eux, où sont-ils dans cette équation? Non, c'est une bonne question. Vraiment une bonne question. Laissez-moi évoquer autre chose dont on a beaucoup parlé avec l'INR et d'autres personnes, le service de renseignement du département d'État, qui est de loin le meilleur groupe de renseignement parmi les 18 que compte la communauté du renseignement américaine. On en a beaucoup parlé. Comment on tue des cerveaux? C'était à propos de Saddam Hussein et de sa possession d'armes nucléaires.
Si dans ce pays, il reste une seule personne qui sait comment fabriquer une arme nucléaire, qui a accès à un logiciel, à un simple système, alors on n'éliminera jamais le désir d'en avoir une, et encore moins le désir d'en construire une. Donc, si on veut vraiment mettre fin à un programme nucléaire, il faut éliminer tous les scientifiques. Il faut prendre leur cerveau, récupérer les brochures qu'ils ont écrites, les données qu'ils ont rassemblées, les disques durs, les ordinateurs, tout. Il faut tout prendre. Et même là, on ne peut pas être sûr qu'il n'y ait pas encore quelque chose caché quelque part, dans une grotte. Et quand vous partez, que les choses se calment, ils vont simplement recommencer. Alors, comment on éradiquerait, comment on stopperait la prolifération des armes nucléaires? On en est venu à la conclusion qu'il y avait plusieurs façons de le faire. Et on en a utilisé une avec Kadhafi, par exemple. Il fallait convaincre la partie concernée que posséder une arme nucléaire était plus dangereux pour elle que de ne pas en avoir. Et la méthode, c'était de les duper. Enfin, c'est un peu comme ça que Condi Rice l'a formulé. Il fallait, d'une certaine manière, les tromper. Il y a d'autres moyens aussi. On a convaincu l'Afrique du Sud, et votre pays aussi, je crois, surtout parce qu'on a montré le coût que cela représenterait et ce que ça impliquerait pour le budget et pour l'économie de ce pays en particulier. C'est un projet extrêmement coûteux que vous envisagez de lancer. Il faut vraiment y réfléchir. Nous ferons venir des experts pour vous expliquer à quel point c'est cher. Et quand ils voient le montant, ils sont stupéfaits. Quand ils comprennent ce que ça signifie pour leur budget, pour leurs chances de réélection et tout ce qui va avec, là, ils ont une raison de se conformer au traité de non-prolifération, si vous voulez, et de ne pas construire d'armes nucléaires. Mais si vous leur dites que tout ça, c'est une question de sécurité et que c'est ce problème-là qu'il faut gérer, alors ça finit comme avec la Corée du Nord. Ils passent à l'action et construisent une arme nucléaire. Et aujourd'hui, ils diraient sans doute, « Vous voyez, on vous l'avait dit, vous ne nous dérangez plus, vous ne nous inquiétez plus. » Nous, on a une arme nucléaire. On a résolu notre problème. Mais où se situe l'Iran dans cette équation? À quel moment pensez-vous que l'Iran pourrait être influençable dans cette équation? Je dirais, vu leur position et les adversaires qu'ils ont en face, pas seulement les États-Unis, mais surtout Israël, qui possède déjà l'arme nucléaire. Vous n'allez pas les convaincre d'y renoncer. Vous n'allez pas les convaincre au point qu'il ne reste plus personne avec un minimum d'informations capable de reprendre cette voie et de construire une arme nucléaire. Alors quoi? Vous comptez rester là-bas pour toujours? Vous allez remettre le Shah au pouvoir? Rappelez-vous, le Shah voulait l'arme nucléaire. Et souvenez-vous, nous voulions lui en donner une. Tout ça pour dire que c'est un problème insoluble et qu'il ne peut pas être réglé par des moyens militaires. Point final. Peu importe ce que vous faites, combien de temps vous le faites, combien de personnes vous tuez, ce n'est pas une solution militaire. Il faut une direction civile. Peut-être qu'il y a les gardiens de la révolution derrière. Peut-être que l'armée a son mot à dire dans les décisions. Mais il faut que ce soit des gens qui comprennent les avantages et les inconvénients, et surtout qu'ils comprennent la menace qui pèse sur eux. Tant que cette menace existe, les inconvénients seront toujours compensés par l'avantage de pouvoir y faire face. Je sais que tout ça paraît un peu, disons, abstrait, mais il faut réfléchir à ces choses-là quand on essaie de décourager quelqu'un de développer un programme nucléaire. Et Nima, en ce moment, on ne décourage pas l'Iran. On fait exactement l'inverse, on les encourage complètement. Alors Bibi, vas-y, entre là-dedans et ramasse cet uranium. Et d'ailleurs, j'espère que tu vois, ça touche et que ça tue. Vas-y, entre là-dedans et ramasse-le. Tu ne vas pas résoudre le problème. Tu ne vas pas le résoudre. Pas plus qu'on ne l'a résolu avec l'Irak. Souviens-toi, quand Israël a attaqué le réacteur et l'a détruit.
Et puis, quand on est revenu pour la première fois, on a découvert que l'Irak était tout près de fabriquer une arme nucléaire. We found out that Iraq was very close to building a nuclear weapon. We had Iranian, the spokesperson. On a entendu, tu sais, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères dire que si Israël commet une erreur et leur donne un prétexte, les forces armées iraniennes en feront le meilleur usage possible. En gros, il me semble, Larry, que la doctrine iranienne, la façon dont ils envisagent de répondre à Israël, devient de plus en plus une forme d'attaque préventive de leur part, dès qu'ils estiment qu'Israël agit d'une certaine manière. Je pense qu'ils voudraient frapper tout ce qu'ils connaissent et peuvent localiser en ce qui concerne les armes nucléaires d'Israël, les détruire. Je ne suis pas un expert des détonations secondaires dans ce genre de cas, mais je ne crois pas qu'il y ait un risque particulier à frapper des armes nucléaires, pas comme avec certains de leurs missiles les plus puissants où tout pourrait exploser. Je ne pense pas que ça se produise. Bon, je peux me tromper, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Donc, s'ils arrivaient à identifier où elles se trouvent, la plupart d'entre elles, et à les détruire, ils le feraient probablement. And take them out, they would probably do that. Just as Israel would probably do the same thing to them. De la même façon, Israël ferait probablement la même chose s'il avait des renseignements assez précis pour savoir exactement où se trouvent, en particulier, les sites qui travaillent à la fabrication d'une arme nucléaire. Et je suis convaincu que Ted Postol a raison là-dessus. Ils ont probablement quelque chose de ce genre. C'est sans doute très bien caché, un secret bien gardé, aussi bien sur le plan du programme que de l'emplacement. On joue avec un vrai danger quand on commence à parler de ce genre d'action. Et je repense à ce qu'a dit, je crois, le ministre iranien des Affaires étrangères. Selon lui, le vrai problème dans la région, c'est Israël. Si Israël ne posait pas problème, ils se débarrasseraient de leurs armes nucléaires. Ils signeraient le traité de non-prolifération, ils accepteraient le protocole additionnel et ils se débarrasseraient de leurs armes nucléaires. Mais ils ne vont pas le faire. C'est eux le problème dans la région. Du haut de l'échelle militaire jusqu'en bas, c'est eux le problème. Ils posent problème en haut parce qu'ils ont l'arme nucléaire et que personne d'autre ne l'a. Et ils posent problème en bas parce qu'ils ont une armée brutale qui viole, pille et détruit. Donc franchement, il n'y a aucun niveau où je pourrais dire que ça va. Ils sont devenus un État paria. Leur armée est devenue une armée paria. Ils sont devenus méprisables. Les difficultés auxquelles Israël fait face, Larry, avec le Liban, tu as mentionné le cas du Liban, on le voit clairement sur les images qui viennent de la région. Elles montrent que le Liban est capable, que le Hezbollah est capable de frapper des batteries du dôme de fer. Pas seulement une, au moins deux que j'ai vues moi-même touchées par des drones FPV. Ce sont des pertes énormes, si on prend en compte toutes les pertes depuis le début de la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Le système THAAD, en réalité, n'est pas si performant à cause de ses intercepteurs. 4 d'entre eux ont été détruits pendant la guerre. Et ils avaient utilisé le système THAAD en Corée du Sud. Ensuite, ils l'ont amené en Israël ou en Jordanie, quelque part près d'Israël. C'est un excellent signal pour nos alliés de la République de Corée. Ah, la menace nord-coréenne n'a pas disparu? Non, elle n'a pas disparu. Eh bien, on va quand même leur prendre ça. Vous ne pensez pas grand-chose de nous, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, non. On envoie ça à Israël. Quel genre de message envoyez-vous à Séoul? Donc, si on regarde le système THAAD avec le système Patriot, le PAX-3,
En fait, ils sont pratiquement à court d'intercepteurs. Et là, on se heurte à la réalité du dôme de fer. Les Israéliens disent que le dôme de fer est efficace à 99% pour atteindre ses cibles, mais il n'est pas capable d'intercepter ces drones FPV parce qu'il vise directement le système de défense aérienne. Something I started thinking about with a couple of other J'ai commencé à réfléchir à quelque chose l'autre jour avec quelques militaires. Vous savez, une idée qui vient à la fois de Clausewitz et de ma propre expérience, parce que je l'ai vu de mes yeux. La guerre a sa propre dynamique, et cette dynamique peut parfois vous échapper, vous surprendre. Alors, dans ce cas précis, imaginons qu'on en arrive à un point où l'Iran cause tellement de dégâts à Israël et finalement aussi aux États-Unis que ça lui ouvre l'appétit pour aller plus loin et qu'on n'obtienne pas de cessez-le-feu. Même si, comme le disait Haaretz, tout ce que l'Iran a à faire, c'est de ne pas perdre. Mais supposons que l'Iran aille au-delà du simple fait de ne pas perdre et qu'il commence à gagner. Qu'est-ce que ça provoque dans leur esprit? Et qu'est-ce que ça change dans le conflit si on le regarde avec les yeux de Clausewitz? What does that do to the conflict in Clausewitzian terms? Well, I can tell you, if I were Iran, I would Eh bien, je peux vous dire que si j'étais l'Iran, j'en profiterais, je détruirais Israël, et je le ferais au nom du Liban. Je le ferais aussi pour moi-même, et je le ferais au nom de ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères d'Oman. Le vrai problème dans la région, c'est Israël. Et une fois que j'aurais atteint cet objectif, je considérerais, vous savez, que les États-Unis seraient pratiquement incapables de m'en empêcher. Et je ne suis pas sûr que ce soit un mauvais calcul aujourd'hui. Ensuite, je ferai des ouvertures aux autres États du Golfe, pour la paix, pour le silence et pour qu'il n'y ait plus de guerre. Les États-Unis seraient en recul. Israël ne serait plus là. La situation s'améliorerait dans la région. Et je ne pense pas qu'on accueillerait cela avec hostilité. On féliciterait plutôt. With enmity, they'd be met with congratulations. Larry, there were two reports on Larry, one of them on il y a eu Wall deux Street rapports. Journal reported that L'un d'eux, UAE was dans le Wall Street Journal, attacking disait que les Émirats arabes unis attaquaient secrètement the other l'Iran. point, Lost I their was Et pipeline l'autre too, point, didn't they? ils ont perdu leur I oléoduc wouldn't aussi, be non? surprised that UAE would Oui. do something like that, Franchement, because ça ne Iran m'étonnerait pas is que les hitting Émirats UAE fassent quelque chose comme ça, since the war parce que les Iraniens frappaient les Émirats. You know, they were Tu te hitting souviens, UAE more depuis le than début de la other guerre, countries. ils les visaient plus que les autres pays. Mais quand Reuters affirme que l'Arabie saoudite a mené une série de frappes de représailles non publiées contre l'Iran, là je pense qu'ils inventent n'importe quoi, parce que, depuis le début de la guerre, ils essayent de diaboliser l'Arabie saoudite d'une manière que, je ne sais pas, je ne comprends pas quel est le vrai objectif derrière tout ça. Parce que, selon moi, l'évaluation du renseignement iranien, ce n'est pas ça. Pas du tout. Ils savent très bien ce qui se passe dans chacun de ces pays. Ils ont des informations qui viennent directement de là-bas. Et leurs analyses ne montrent pas que l'Arabie saoudite ait fait ça. Well, I wouldn't trust the Wall Street Journal to tell me the Eh bien, truth on any matter. je ne ferai Not pas even confiance au comment. Wall Street Journal pour me dire la vérité sur quoi que ce soit. Même plus sur l'économie. Je veux dire, ils ont, comme le New York Times et le Washington Post d'ailleurs, mais le Wall Street Journal, en particulier, a un agenda qui n'a rien à voir avec celui de quiconque à Washington, en tout cas à mes yeux. Ils ont des gens qui sont clairement du côté de Kagan, par exemple, et d'autres qui veulent, vous savez, continuer à s'en prendre à la Russie jusqu'à ce que la Russie disparaisse. Ils sont du côté de ceux qui veulent faire la même chose avec l'Iran jusqu'à ce que l'Iran disparaisse. C'est un groupe de personnes qui n'ont aucun problème à inventer des choses, surtout quand ces choses vont dans le sens de leur ligne de propagande. Along the lines of their propaganda line. On accuse Fox News et d'autres comme Fox News d'être les méchants de l'histoire, vous voyez. Mais le New York Times, le Washington Post et le Wall Street Journal sont tout aussi coupables que Fox News, juste parfois sur d'autres sujets, parfois même sur les mêmes sujets,
mais ils ne veulent pas le reconnaître. On n'a plus vraiment une presse libre dans ce pays. Elle est possédée. Elle appartient à ceux qui d'habitude possèdent la presse. À l'époque de Citizen Kane, de William Randolph Hearst, vous vouliez une guerre? Dites-moi où, et je vous la trouverai. To me, it feels that Pour moi, on a l'impression qu'ils voient enfin la réalité de ce qui s'est passé jusqu'ici avec les bases américaines. Ils sentent, peut-être, surtout les Israéliens, que ces bases américaines ont été détruites dans plusieurs pays, qu'elles n'ont pas pu les défendre et qu'elles servent surtout à défendre Israël. Du coup, ils pensent que l'Arabie saoudite essaie peut-être de bouger ou de négocier pour parler avec les Iraniens. Et donc, il faut les diaboliser. Ils étaient déjà tous engagés avant même que cette guerre ne commence. En coulisses, ils poussaient à la poursuite du conflit. Et cette accusation contre l'Arabie saoudite, franchement, je trouve ça incroyable. La façon dont ils parlent de l'Arabie saoudite en privé, alors qu'on n'a encore rien entendu de la part des responsables saoudiens, c'est vraiment frappant. Et en gros, comme vous l'avez mentionné, le Wall Street Journal et d'autres médias de ce type parlent d'un agenda saoudien en coulisses. Et effectivement, il y a une sorte d'agenda derrière tout ça. Je pense qu'ils observent ce qui se passe avec le cas du Qatar, avec celui de l'Arabie saoudite. Parce que ces deux pays ne sont pas... Enfin, je dirais que les trois pays, le Qatar, l'Arabie saoudite et Oman, ne sont pas dans la même situation. Quand on regarde les appels téléphoniques entre l'Iran et l'Arabie saoudite, entre les Qataris et les Omanis, on voit que depuis le début de la guerre, ils se sont appelés plus de 6 fois. Ils ont vraiment échangé. Mais de l'autre côté, on ne voit aucun appel entre l'Iran et Bahreïn, l'Iran et le Koweït, ou l'Iran et les Émirats arabes unis. Si je ne me trompe pas, il n'y a eu qu'un seul appel entre l'Iran et les Émirats. Donc on voit bien cette division au sein des pays du Conseil de coopération du Golfe. Eh bien, c'est possible. Je ne dis pas que c'est le cas, mais ça pourrait être une campagne très soigneusement orchestrée par Téhéran pour diviser et régner. Et il pourrait utiliser les... Mais la campagne, Larry, elle ne vient pas d'Iran. Le problème, c'est que ces médias nous disent que l'Arabie saoudite, en coulisses, est totalement, tu vois, favorable à la guerre, qu'elle soutient la poursuite du conflit parce qu'elle veut, d'une manière ou d'une autre, redéfinir les choses ou montrer aux Iraniens que l'Arabie saoudite est complètement engagée dans cette guerre. Je ne sais pas ce que toi tu en penses, parce qu'on n'a rien entendu du côté iranien. Non, je ne sais pas qui joue quel rôle ici, ni dans quel but, à part ce qu'on peut deviner en surface. Je ne pense pas d'abord qu'il y ait la moindre unité entre les pays du CCG. Pour moi, le CCG est mort, complètement mort, tout comme l'OTAN est complètement morte. Donc il faut bien qu'il y ait des manœuvres en coulisses pour essayer de comprendre par quoi ils vont remplacer tout ça. À quoi ça va ressembler? S'ils ont un peu de vision d'avenir, ce qui n'est pas sûr. Peut-être qu'ils font que se concentrer sur le conflit actuel et que ça leur prend toute leur énergie, toute leur attention. Et chacun agit de son côté pour savoir comment on va s'en sortir et comment on peut s'en sortir au mieux. Mais au-dessus de tout ça, il y a une décision qu'ils doivent prendre. Est-ce qu'ils continuent à miser sur les États-Unis ou pas? Et je pense que globalement, c'est ce qui leur cause de vrais problèmes, de vraies inquiétudes, parce qu'ils n'arrivent pas à se décider. Est-ce que les États-Unis sont devenus et resteront à l'avenir trop peu fiables? Et si c'est le cas, est-ce qu'ils doivent, comme le dit Netanyahou, chercher de nouveaux protecteurs ou de nouveaux partenaires pour leurs armements et tout le reste? Rompre les liens entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. Je regardais justement une analyse là-dessus l'autre jour, faite par un ami à moi. C'est assez compliqué,
parce que nous sommes tellement imbriqués dans tout, de la logistique à la maintenance. Mais bon, ce serait possible, bien sûr. Et si ça devait arriver, ça se ferait, et sans doute de manière assez brusque, s'ils décidaient de le faire. Et ce serait un adieu. Mais alors, vers qui se tournerait-il? Vers la Chine? Vers la Russie? Ou vers la Russie et la Chine à la fois? Est-ce qu'ils feraient entrer le Pakistan et l'Inde dans le jeu? Comment façonneraient-ils leur avenir s'ils disent adieu? Ou bien si au fond l'Amérique leur dit adieu. Je ne sais pas comment tout ça va se passer. Et la personne avec qui je parlais ne cherchait pas à me dire ce qui allait probablement arriver dans la région. Il me parlait juste de ce qui rendait la situation difficile, de ce qui la rendait complexe, surtout pour nous. Et je pense qu'il avait raison. Regardez qui nous dirige en ce moment. Je ne parle pas seulement de Trump, je parle aussi de Hegseth et de Kaine. Franchement, Cam a prouvé qu'il est à peu près aussi compétent qu'une nouille molle. C'est le type même de l'officier de l'Air Force qui pense que les bombes règlent tout. Et vous savez, ce qui m'a vraiment refroidi, c'est ses commentaires sur les dauphins suicides. Franchement, quelle remarque désinvolte à faire dans un moment aussi grave. Alors, qui nous dirige en ce moment? Qui fait les plans? Qui prépare les plans pour l'avenir? Et comment élabore-t-il des plans alternatifs selon que telle ou telle situation se produise? Moi, je ne vois personne faire ça. Qui réfléchit à l'avenir de la présence américaine dans le Golfe? Je ne vois personne s'en occuper. Je ne vois personne y penser de manière stratégique. D'abord, est-ce qu'on va se retirer complètement? Est-ce qu'on va partir totalement? Ou bien revenir à une stratégie d'équilibre au large, comme on l'a fait pendant si longtemps? Est-ce qu'on va simplement retirer nos troupes du terrain? Et est-ce qu'on va réussir à convaincre les gens de la région, les Saoudiens surtout, mais pas seulement eux, qu'on reste un partenaire fiable, alors même qu'on ne l'a pas été vis-à-vis de l'Iran? Et quel rôle l'Iran va-t-il jouer là-dedans? Comment vont-ils s'y prendre pour influencer, voire compliquer nos décisions et celles de Riyad? On n'a pas réfléchi à tout ça, Nima. Pas du tout. On s'est juste dit qu'on allait frapper l'Iran, que ce serait vite réglé, que Bibi serait content et qu'on passerait à la suite. Mais rien de tout ça ne va se produire. Rien du tout. On n'a pas de plan, pas de stratégie, nulle part où aller. À votre avis, qu'est-ce que Trump demanderait à Xi Jinping de faire comme faveur pour exercer une pression? Qu'est-ce que ce serait selon vous? Je pense que ce serait une demande directe pour faire pression sur Téhéran afin qu'ils acceptent en gros tout ce que Trump dira être acceptable pour Xi Jinping. Alors, je ne sais pas s'il montre toutes ces cartes, vous voyez, mais à mon avis, ce sera quelque chose comme « Est-ce que tu peux m'aider à faire en sorte que… » Et je ne sais pas vraiment comment Trump poserait cette question, parce que ce n'est pas son genre. Mais il faut comprendre une chose, la situation va devenir mauvaise pour le monde entier si le détroit reste dans cet état de tension. Donc il faut qu'on trouve une issue. Mais on ne peut pas accepter qu'il devienne une puissance nucléaire. Alors je suis prêt à ce que ce soit le seul point essentiel de l'accord, si on peut appeler ça un accord. On peut enjoliver le reste, mettre un peu de sucre autour, mais c'est le seul élément qui compte vraiment pour moi. Et ensuite, je les laisserai tranquilles. Et c'est là que tout se joue pour Xi Jinping. Est-ce que Xi Jinping va l'aider? Est-ce que Xi Jinping va dire « Je vais faire pression sur Téhéran » ? J'en doute. Franchement, j'en doute vraiment. Je pense que Trump va quitter Pékin bien plus déçu qu'à son arrivée. Mais à mon avis, c'est ce qu'il cherche, obtenir de l'aide sur l'accord nucléaire.
Au fond, c'est ça qu'il acceptera. Il va enjoliver le reste, les réparations et tout le reste? Non, il ne fera rien de tout ça parce qu'il dira « j'arrête la guerre et je m'en vais d'ici ». Et maintenant, comment tu gères Bibi? Comment Bibi gère ça? Pour moi, Bibi, c'est vraiment le grain de sable dans la machine. Oui, le vrai grain de sable. Comment tu contournes Bibi? Et si les Israéliens s'en débarrassaient, est-ce que ce serait vraiment mieux? Don't see that coming. No. Je ne m'y attendais pas, non? La seule chose qui peut, d'une manière ou d'une autre, forcer ou peut-être faire évoluer la politique israélienne ou l'opinion publique en Israël, c'est la réalité. The public opinion in Israel is the reality. Yes. Yes. Oui, oui. Mais comment faire comprendre la réalité à la majorité des Juifs israéliens quand ils sont sous terre? Et qu'il sait ça? C'est bien pour ça qu'il ne les laisse pas sortir. That's the reason he won't let them come out. Larry, imaginons que Donald Trump revienne de Chine, comme tu l'as dit, sans aucune aide de la part de la Chine concernant le Moyen-Orient. Let's suppose Imaginons qu'ils reçoivent une leçon. Bon, disons que cette leçon vient de Xi Jinping et qu'elle s'adresse à Donald Trump. La même chose que ce qu'il a reçu de Poutine. Oui, et ça commence un peu comme ça. Mais qu'est-ce que tu voulais dire en lançant cette fichue guerre? Et à partir de là, pour Trump, ça ne fait que se dégrader. Par contre, pour Xi Jinping, ça s'améliore. En gros, il dit clairement à l'autre ce qu'il pense de sa stratégie. Oui, mais à mon avis, si je me mets à la place de Xi, je me dirais, pourquoi j'aiderais ce type alors qu'il a essayé de nous nuire? Avant d'aller en Chine, il avait imposé des sanctions contre les Chinois. Les poules rentrent au poulailler. Imposer des sanctions dans le cas des droits de douane. Avec tout ce passé derrière toi, tu essaies de demander une faveur à Xi, mais ce type ne va pas être assez naïf pour te donner le moindre levier, parce que ça se retournerait contre lui, pas contre l'Iran ou la Russie. Le seul domaine où il pourrait y avoir un peu de marge de manœuvre, et je ne suis pas sûr que Donald Trump soit assez malin pour en profiter, ni ses conseillers d'ailleurs, c'est la situation de l'économie mondiale et la possibilité qu'on entre en dépression d'ici septembre. Et ça pourrait même affecter une puissance aussi compétente et influente que la Chine aujourd'hui. Mais je ne peux pas aller jusque-là, surtout pour une raison principale. La Chine est dans une situation telle qu'elle ne pourrait pas tenir indéfiniment, mais elle pourrait probablement s'en sortir pendant 1 an ou 2, rien qu'avec sa consommation intérieure. Et la Russie est dans une position assez similaire. C'est nous qui les y avons poussés. Ce n'est pas aussi avantageux que pour la Chine, mais on les a forcés à adopter une forme d'autarcie en quelque sorte, où ils peuvent vivre de leurs propres ressources internes. Tu n'as pas besoin du monde entier, en d'autres termes. Enfin, tu aurais besoin que le monde achète tes produits, surtout la Russie pour le pétrole et le gaz, et la Chine pour, je regardais la liste, c'était surtout les énergies renouvelables et tout ce qui peut être considéré comme des produits favorables à un climat plus positif. Et la Chine est tellement en avance. Ils sont sur tous les fronts. Leur technologie de batterie est incroyable. Moi, à la place de Trump, je dirais, vous devez installer une de vos usines de batterie aux États-Unis. On vous accueillera, on vous offrira toutes sortes d'avantages, des réductions d'impôts et tout le reste, comme on l'a fait avec le Japon. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ce jeu-là, ou presque plus. On est sorti du jeu. On est en train de refermer la mondialisation, si on peut dire. C'est difficile,
Oui, c'est difficile. Mais la Chine et la Russie pourraient sans doute tenir le coup. L'Inde, je ne suis pas aussi sûr. L'Inde pourrait avoir un peu de mal à s'en sortir, sauf si la Chine et la Russie lui donnaient un coup de main. Donc on pourrait consolider ce basculement du pouvoir simplement en fermant ses portes et en laissant l'autre se débrouiller avec ses propres moyens, qui ne sont pas immenses. Mais Xi Jinping a une décision vraiment difficile à prendre. Est-ce qu'il tend la main à Trump ou est-ce qu'il lui tourne le dos et le renvoie chez lui? Et même si ce serait sans doute très satisfaisant pour Xi, pour Wang, pour les autres, et même pour Poutine, au fond, c'est difficile d'imaginer qu'il le fasse. Parce que je veux le dire avec précaution, ces deux-là sont des hommes plus grands que Donald Trump. Both of them are bigger men than Donald Trump. Larry, Donald Trump coming back. Le retour de Donald Trump. On sait bien ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas seulement une question d'énergie, parce qu'on connaît la situation en Europe. Le kérosène pourrait manquer d'ici 6 semaines. Look at what the farmers are confronting. Regardez ce à quoi les agriculteurs sont confrontés. J'entends dire, dans ce pays, que les agriculteurs sont en colère en ce moment et qu'ils font entendre leur voix auprès du Parti républicain parce qu'ils ne voient aucun avenir pour l'automne. Ils n'arrivent pas à se procurer d'engrais. Ils ne trouvent pas ce dont ils ont besoin pour lancer leur culture. In Europe, the same. Yeah. In Europe, I was watching a report. En Europe, c'est pareil. Je regardais un reportage où un producteur de pommes de terre en Italie expliquait que le coût du carburant, des engrais, de tout en fait, faisait grimper les prix. Ça montre que Donald Trump a un temps limité pour décider de ce qu'il va faire. Est-ce que ce sera une nouvelle escalade, une nouvelle phase de guerre? Est-ce que ce sera, je ne sais pas, des frappes aériennes, l'envoi de chasseurs, le bombardement de certaines zones? Franchement, je ne vois rien de tout ça mener, ni aboutir, à une véritable fin du conflit. Et vous avez mentionné une invasion terrestre de l'Iran. Moi, je n'y crois pas. Moi non plus. À mon avis, ça va être un vrai bain de sang. Et la troisième option, ce serait simplement de quitter la région. Quelle est votre compréhension du retour de Donald Trump aux États-Unis et de la façon dont il va décider ce qu'il veut faire? Franchement, je n'en ai aucune idée. Aucune, vraiment. I have no idea what Donald Trump is going to do. None whatsoever. I can make some guesses about things that he might do that would be. Je peux faire quelques suppositions sur ce qu'il pourrait faire, des choses complètement absurdes, parce que ça, c'est un peu sa spécialité. Mais honnêtement, je n'ai aucune idée de ce qu'il va faire. Et dans une certaine mesure, ça dépendra de ce que Xi lui dira, et de savoir s'il reçoit ou non un coup de main de ce côté-là. L'autre chose que je surveille de très près, et tout ça est lié, vraiment tout est lié. Souvenez-vous, je vous ai parlé de cet arc de conflit qu'on a créé. Eh bien, en ce moment, le gouvernement polonais en place envisage en quelque sorte de proposer aux États-Unis de devenir la nouvelle Allemagne. Réfléchissez à ça une seconde. Pensez aux relations entre l'Allemagne et la Pologne depuis plus d'un siècle. Pensez aussi aux relations entre la Pologne et la Russie sur la même période. Et maintenant, imaginez qu'on invite les États-Unis qui retirent leurs troupes d'Allemagne à les installer en Pologne à la place. C'est sérieusement à l'étude. C'est vraiment une nouvelle escalade. Une escalade radicale, dévastatrice. C'est juste pour vous montrer à quelle vitesse on avance sur la voie d'un conflit mondial. Et vous savez, les gens avec qui j'en ai parlé en Pologne, eux, ils pensent, enfin, ces personnes-là pensent, que leur gouvernement est complètement fou, mais vraiment fou. Et pourtant, apparemment, ils vont inviter Washington à remplacer l'Allemagne par la Pologne. Oui. Qui imagine ce genre de choses au Pentagone? Oui.
Do you really Tu crois vraiment que le Pentagone a quelqu'un là-dedans? someone Moi, je ne vois pas Pete Hackett capable d'imaginer un truc pareil. thinking this sort of, No, it's the guy is so much on Non. the surface. Ce type reste complètement en surface. Un de mes amis, j'ai passé la majeure partie de ma carrière militaire dans le Pacifique, lui a passé la sienne surtout en Europe. Et il m'a dit, tu ne vois pas ce qui se passe là-bas? Ils veulent échanger ces belles filles allemandes contre de belles filles polonaises. Il y a pas mal de vrai là-dedans, tu sais. Ils aiment cette vie confortable et ils pensent qu'ils auront la même en Pologne, peut-être même mieux. C'est ce qui arrive quand on devient un empire, tu vois. On déploie ses forces partout dans le monde. Ces forces s'habituent à vivre dans ce monde-là. Et au bout du compte, ce sont elles-mêmes qui finissent par créer des conflits. And those forces actually themselves generate conflict. Yeah. Yeah. Let's see what Oui, would happen. voyons ce qui I se think passerait. what is happening Je in pense que ce qui se China passe en Chine va être très important pour l'avenir, for, à la fois du conflit en Ukraine both et de la situation au Moyen-Orient. Ukraine and in the Middle East. And it might be very Et ça pourrait être très important pour ce qui va se passer, disons, en juin, en juillet, en août ou en septembre, en ce qui concerne le commerce mondial. regard to global commerce. Yeah, exactly. Oui, exactement. D'ailleurs, on va en parler vendredi. On va reprendre ça. Larry sera là? Oui. Ce sera toi, moi et Larry. Vendredi à 11h. Oui. On Friday, 11 a.m. Eastern. Cette fois, j'ai compris. See you soon. À bientôt, Larry. Yeah. Oui, toujours un vrai plaisir. Prends soin de toi, prends soin de toi. Au revoir.